Chapitre 73. La négation de notre nature, suite. La théorie de l'évolution des espèces s'appuie essentiellement sur 4 piliers fondamentalement vrais, connus et reconnus comme tels. Un article publié dans le journal du CNRS reprend ces arguments qui sont des observations de lois naturelles qui n'ont pourtant aucun rapport avec le cœur de la théorie de l'évolution, qui ajoute à la sélection naturelle, qui est un fait incontestable, une forme de supersélection qui permettrait, chez la descendance, une modification si significative du génome parental que cette descendance deviendrait une espèce différente de celle de ses géniteurs. Ce concept théorique de descendance avec modification de l'espèce parentale, superposé sur l'observation bien réelle de la sélection naturelle, qui permet, au sein d'une même espèce, aux individus les plus adaptés à leur milieu de se reproduire davantage que les autres, conduit au syllogisme qui fait dire aux évolutionnistes que les organismes vivants étant en perpétuelle évolution pour pouvoir s'adapter aux variations de leur habitat, toutes les espèces descendraient d'une seule et même espèce. Ce qui n'a aucun sens, puisque justement, nous allons le voir, cette variabilité des espèces leur permet, grâce à la sélection naturelle des spécimens les plus adaptés au changement de leur environnement, de préserver l'espèce en l'ajustant aux nouvelles données environnementales par une forme de stabilité dans la diversité liée à la grande variabilité d'expression du génome d'une même espèce. Or, quelles sont les 4 lois naturelles dont se servent les évolutionnistes pour déstabiliser la capacité de raisonnement des enfants? Premièrement, parmi les individus qui se reconnaissent comme partenaires sexuels potentiels, il existe des variations physiques, génétiques, d'aptitude. Quelle que soit la cause de cette variation, les espèces vivantes manifestent par conséquent une capacité naturelle à varier. Deuxièmement, toute espèce se laisse sélectionner. Troisièmement, toutes les espèces se reproduisent aussi longtemps qu'elles trouvent les ressources alimentaires et les conditions optimales d'habitat. Leur taux de reproduction est alors tel qu'elles parviennent toujours aux limites de ces ressources ou trouvent d'autres limites, telles que la prédation qu'elles subissent de la part d'autres espèces. Quatrièmement, le succès de la croissance et de la reproduction des espèces dépend d'optima physiques, température, humidité, soleil, et chimiques, pH, molécules odorantes, toxines. Ces 4 lois ne prêchent nullement en faveur de l'existence de descendance bénéficiant d'une modification génomique telle que cette descendance en devienne une espèce fondamentalement différente de l'espèce parentale, c'est-à-dire une espèce présentant des caractéristiques physiologiques, métaboliques ou anatomiques différentes de celles de ses parents. En effet, les différences stables, viables et bénéfiques sont généralement des anomalies phénotypiques, c'est-à-dire des variations concernant l'expression des traits extérieurs visibles de cet organisme. L'anomalie phénotypique généralement citée pour étayer la théorie de l'évolution des espèces est le changement réellement observé en Angleterre de la couleur d'un papillon de nuit qui au XIXe siècle vivait dans une zone fortement polluée. Normalement, les bouleaux, sur lesquels cet insecte se cachait la journée, avaient une écorce plutôt blanche, ce qui permettait à ce lépidoptère dont la robe imitait la couleur de l'écorce de bouleau d'échapper à ses prédateurs grâce à son mimétisme. Mais la fumée de charbon noircissant l'écorce des arbres, sa robe à dominante blanche devint pour lui un handicap. Or, il existe un phénomène naturel observé chez beaucoup d'espèces animales appelé mélanisme, qui induit chez certains spécimens la production d'un excès de pigment noir. Le cas le plus connu est celui de la panthère noire. Ainsi, dans la population de ces papillons de nuit, la forme mélanique, normalement défavorisée et rare, première observation en 1848 dans la région de Manchester, fut alors favorisée et vit sa proportion augmenter par l'effet de la sélection naturelle. Les prédateurs dévorant les spécimens clairs, devenus très visibles en raison de la pollution. En 1954, un siècle après sa première observation,
La forme sombre du papillon représentait 98% de la population de phalènes de bouleau. Puis, la baisse de la pollution due au charbon fit naturellement régresser la forme mélanique et la population reprit son aspect normal. Ainsi, l'argument évolutif tombait à plat. L'exemple de ce phalène tendait même in fine à démontrer la stabilité des espèces qui, grâce au potentiel de variation phénotypique de leur génome, ont naturellement une capacité d'adaptation à de nouvelles conditions environnementales sans pour autant donner naissance à de nouvelles espèces. Cette capacité d'adaptation leur permet simplement de survivre à des contraintes extérieures et à des conditions d'habitat changeantes qui avantagent momentanément ou durablement certains membres de sa population et en désavantagent d'autres. Les immenses possibilités d'expression du génome au sein de la population d'une espèce garantissent donc à ces espèces une plage de tolérance aux changements extérieurs qui montre que, contrairement à ce que prétendent les évolutionnistes, la richesse des génomes préserve les espèces plutôt qu'elle ne les transforme. Cependant, malgré ce constat, au lieu de conclure à une stabilité génomique tamponnée par les grandes possibilités de variation phénotypique, les évolutionnistes concluent au contraire à un manque de stabilité dans toutes les espèces. En définitive, de multiples facteurs au sein de l'environnement physique, chimique et biologique dans lequel évolue une espèce induisent une sélection naturelle à chaque génération, dont le résultat est un succès reproductif différentiel. Traduction: au sein d'une même espèce, les individus porteurs d'une variation héritable, momentanément avantageuse par les conditions du milieu, se reproduiront davantage. Si ces conditions se maintiennent assez longtemps, ajoute Guillaume Lecointre, le variant avantagé finira par avoir une fréquence de 100% dans la population. L'espèce aura alors changé. Conclusion: aucune espèce n'est stable dans le temps. Avant d'aller plus loin dans la réflexion, il est bon de rappeler que l'ADN, contenu dans chacune de nos cellules, contient l'information nécessaire à l'expression des gènes. C'est le support de l'information génétique. L'ADN est comme un livre, ou plutôt comme un plan architectural du vivant qui dicte la construction des principaux constituants et bâtisseurs cellulaires. Il contient les séquences codantes, qui ordonnent la fabrication des protéines et des séquences non codantes. Le génome, lui, constitue l'ensemble du matériel génétique d'une espèce, codé dans son ADN. Le génome d'une espèce peut être considéré comme un programme qui définit le fonctionnement de tous les individus de cette espèce selon les mêmes principes. Il est la clé qui active et programme tous les métabolismes d'un organisme vivant en copiant rigoureusement le modèle parental à l'identique. La théorie de l'évolution des espèces suppose un scénario qui va à contrario de la continuité de cette transmission intergénérationnelle si précise et pourtant si diversifiée pour une même espèce, comme le montre l'anecdote du phalène de bouleau en Angleterre. Le chien aussi nous montre l'immense diversité génétique que l'on peut rencontrer chez une même espèce, même si pour ce canidé, la variabilité phénotypique ne résulte pas d'une sélection naturelle, mais d'une sélection humaine. Pourtant, l'apparition d'un individu au génome assez différent de celui de ses parents pour faire de lui une nouvelle espèce stricto sensu suppose en lui une mutation de séquence de l'ADN parental assez conséquente. De plus, si cette réécriture de l'ADN initial donnait naissance à un spécimen d'une nouvelle espèce, il faudrait pour pérenniser cette nouvelle espèce qu'elle soit fertile. De plus est, il faudrait aussi que ce nouvel ADN soit compatible avec l'ADN parental pour que le descendant puisse s'accoupler et transmettre le nouveau génome, considérant qu'il y a peu de probabilité pour que deux individus d'une nouvelle espèce et de sexe complémentaires apparaissent simultanément, se rencontrent et s'accouplent. De plus, ce nouvel ADN devrait donc, en plus d'être compatible avec l'ADN parental, le supplanter, afin que cette nouvelle espèce puisse se reproduire et prospérer. Ce qui serait assez extraordinaire, car d'une part, les espèces ne se mélangent pas, ou peu, et que d'autre part, les hybrides, quand ils sont viables, sont généralement stériles.
ce qui semble bien normal compte tenu de la complexité des métabolismes qui permettent à un organisme de vivre et de se reproduire. Or, quand on pense au nombre d'espèces vivantes, qui en 2011 était estimé à 8,7 millions, dont 7,7 millions d'animaux, le miracle des sauts génétiques intergénérationnels, assez conséquent pour donner naissance à de nouvelles espèces, devrait être un phénomène assez fréquent, surtout qu'actuellement, sous l'action de l'homme, les conditions environnementales changent et les espèces ont hélas plus tendance à disparaître qu'à apparaître. Le journal Le Monde déclarait même en 2017 « La Terre est entrée dans sa 6e extinction de masse. Les disparitions d'espèces ont été multipliées par 100 depuis un siècle, soit un rythme sans équivalent depuis l'extinction des dinosaures. Dieu montre ainsi aux hommes impies que du chaos rien ne sortira. Les espèces n'apparaissent pas spontanément grâce à des mutations. En revanche, elles peuvent disparaître définitivement. La fausse science des hommes, qui propage le mirage évolutionniste, doit être démasquée. Tout ce que les hommes détruisent ne sera pas remplacé par le hasard, mais peut être restauré par Dieu si les hommes s'amendent.